Maison Saine, une émission proposée par Murprotec sur Radio Imo. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce second numéro de l'année 2026, collection avec nos amis de Murprotec, Maison Saine, et cette thématique du mois extrêmement intéressante et très importante, puisqu'elle est dans le sens contemporain de notre histoire, avec le vieillissement de la population. Bien vieillir, qualité de l'air et de l'humidité, les problématiques d'humidité chez les seniors à domicile, en résidence ou en EHPAD. Alors, j'ai prononcé le mot EHPAD, je sais que ça peut faire peur à beaucoup, mais on va réfléchir tous ensemble, et c'est l'objectif de notre collection, sur comment adapter des solutions avec des personnes qualifiées de très haut niveau, qui nous permettent de phosphorer sur des solutions potentielles. Et les solutions, nous en avons. Comme d'habitude, on va faire cette introduction avec vous, Édouard David, responsable du pôle d'engagement sociétal chez Murprotec, mais également directeur marketing du groupe. Je suis ravi que vous soyez avec nous. Pourquoi, Édouard, l'humidité et la qualité de l'air intérieur sont des enjeux majeurs pour le vieillissement? Bonjour Sylvain, déjà tout d'abord, ravi d'être avec vous pour ce second numéro aujourd'hui de notre belle émission Maison Saine. Alors pour répondre à votre question, alors pourquoi ? Parce que le vieillissement de la population est un fait aujourd'hui et que nous souhaitons tous vieillir en bonne santé. Chez les personnes âgées, on le sait, le système respiratoire est plus fragile, l'immunité diminue et certaines pathologies chroniques sont déjà présentes. Donc l'excès d'humidité, ça aussi c'est une donnée, on le sait, elle altère aujourd'hui directement la qualité de l'air intérieur. Alors c'est vrai que c'est un sujet important, mais concrètement, qu'est-ce que provoque l'humidité dans un logement par exemple qui est occupé par une personne âgée ? On sait que concrètement l'humidité aujourd'hui favorise l'apparition de moisissures et notamment d'acariens qui dégradent la qualité de l'air intérieur. Chez une personne âgée, cela peut aggraver des problèmes respiratoires qui seraient déjà présents, provoquer de la fatigue et accentuer des douleurs articulaires et aussi à un moment donné accentuer les problèmes et les risques d'infection. Elle crée aussi, ça on le sait, ces problèmes d'humidité créent une sensation de froid permanence qui pousse à surchauffer, à surconsommer, et donc à un moment donné il va y avoir un impact sur le confort et sur le budget de nos seniors. Donc l'humidité, on le sait, elle agit donc négativement à la fois sur la santé physique, mais aussi sur le confort et le bien-être de ses occupants. Alors justement, est-ce qu'on observe une aggravation notamment on en parle beaucoup avec la rénovation énergétique, bien évidemment, mais est-ce qu'on observe ce phénomène dans le bâti ancien, voilà, Oui, clairement, Sylvain. Aujourd'hui, on le sait, le parc ancien est plus exposé, notamment à cause de l'absence de barrières d'étanchéité, si vous voulez, contre les remontées capillaires, par exemple. Et on sait aussi qu'on a parfois des défauts de ventilation sur ce parc ancien. On a même parfois des ventilations qui sont inexistantes, voire absentes. D'accord ? Et on le sait, avec le temps, les matériaux se dégradent, les pathologies qui peuvent être liées à un problème d'humidité structurelle s'installent et durablement. Et beaucoup de nos seniors, on le sait, vivent dans des logements anciens, parfois peu rénovés. Donc ça rend le sujet encore plus sensible dans une logique de maintien à domicile. Alors c'est vrai qu'il y a un énorme sujet, puisque ce sont des durées d'occupation longues, soit sur le parc locatif privé avec la location, mais également les propriétaires. Alors, est-ce qu'on peut parler, Édouard David, aujourd'hui d'un véritable enjeu de santé publique ? Bien sûr. On parle de santé publique parce que le vieillissement de la population est massif et que la majorité des seniors souhaitent rester à domicile. Or, la qualité de l'air intérieur et l'humidité, on le sait, ont un impact direct sur les pathologies respiratoires, cardiovasculaires et infectieuses. C'est plus un sujet individuel, c'est un sujet qui est collectif. La qualité de l'air intérieur est responsable de 28 000 nouveaux cas de maladies respiratoires chaque année en France. Or, aujourd'hui, agir sur l'habitat, on le sait, c'est prévenir des hospitalisations, c'est préserver l'autonomie de nos seniors et réduire les coûts pour le système de santé. On ne peut pas changer d'âge, mais on peut changer, à un moment donné, l'air que l'on respire. Et ça, on le sait, c'est un levier puissant. Alors, merci beaucoup pour cette introduction, ce qui augure bien d'ailleurs, mon cher Édouard, de la qualité des échanges qui vont avoir lieu. On vous a préparé un casting hors pair pour traiter des sujets, et notamment de formidables initiatives qui ont été prises par des personnes qualifiées, je pense notamment au SAM, alors je ne sais pas si je le prononce bien, mais un service d'aide à la maison avec votre médecin qui a été créé par François Bertin Hugo. On recevra également Jean-Philippe Arnoux, le directeur de la Silver Economy pour Saint-Gobain, et également notre conseiller national, c'est Bruno Tudal, qui nous permettra de comprendre en fait les mécanismes liés au bâti sur la santé. Dans quelques instants, premier échange, c'est tout de suite.
Les amis, vous êtes de retour sur le second numéro de l'année 2026, justement, Maison Saine, comment bien vieillir chez soi, qualité de l'air et comprendre les risques spécifiques sur la santé des seniors, notamment pour mieux prévenir, mais vous le savez les amis, on est dans un continent vieillissant. Nous vivons dans un continent vieillissant, il faut le dire. Les seniors vont représenter une part extrêmement importante de la population d'ici 2030-2050. Il faut se préparer, notamment à les accueillir et à bien vieillir chez soi ou bien vieillir dans des lieux qui sont adaptés. Ce bien vieillir, qualité de l'air, humidité chez les seniors à domicile, on va en parler avec justement cette idée de comprendre les risques spécifiques très clairement, et vous allez voir, ça va vous parler, justement, l'impact sur la santé des seniors, qui, bien évidemment, avec l'âge, des personnes qui sont parfois fragiles, peuvent voir leur situation se dégrader dans un environnement de l'habitat mal adapté. Pour en parler, on a notre super conseiller qui est avec nous, conseiller médical en environnement intérieur et conseiller scientifique, d'ailleurs, du programme Maison Saine, c'est Bruno Tudal. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous, Bruno, et de nous éclairer. On a ici également une personne qui maîtrise parfaitement le sujet, et pour cause. Il est directeur de la Silver Economy chez Saint-Gobain, le poids lourd de l'industrie dans le monde. C'est Jean-Philippe Arnoux. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci à vous pour l'invitation. Et de nous partager effectivement les formidables initiatives que prennent Saint-Gobain. On a besoin de vous, bien évidemment, pour réfléchir sur ces questions. Une formidable idée qui a été montée justement par un praticien. Il est docteur, c'est le docteur François Bertin Hugo qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Sylvain, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Vous êtes cardio-gériatre, vous êtes fondateur. On dit SAM ou SA2M ? On dit SAM, oui. On dit SAM. Alors, je vais essayer de le dire bien. Service d'aide à la maison avec votre médecin. Exactement. C'est génial. C'est génial comme idée. En résumé, l'hôpital se déplace à la maison. Le médecin se déplace à la maison, forme une équipe d'auxiliaires de vie qui s'occupe de vous et vous créez comme ça un écosystème autour du médecin et autour de vous qui est sécurisé et qui vous permet de rester chez vous le plus longtemps possible. Vous imaginez, docteur, l'impact de ce que vous êtes en train de créer à l'heure où l'insuffisance des maisons d'accueil, et il faut un peu le dire, des EHPAD qui, juste, sont parfois déprimants. Vous savez qu'on vit en moyenne 2 ans dans un EHPAD, quand on y arrive. Bon, c'est pas moi qui le dis, c'est le docteur Laurent Permas. Voilà, je l'appelle docteur parce que j'aime beaucoup cette façon. On va le voir d'ailleurs, Laurent Permas, que vous rencontrez d'ailleurs, les amis, dans l'émission Sud Radio, tous les samedis, sur l'éco-rénovation. Il y a un vrai sujet autour de l'accueil et de la structure, justement, pour accompagner le vieillissement. Je suis très heureux que vous soyez avec nous. En tout cas, merci de partager ce moment. Alors, je vous propose, chers amis, et d'ailleurs, vous pouvez en direct, si vous voulez, taper vos questions. Vous avez la boîte mail de la radio, vous avez le forum de la radio, vous avez tout ce qu'il faut. Vous pouvez également nous poser des questions. Si vous avez des sujets autour, professionnels ou pas d'ailleurs, ou même aidants, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux. On se fera un plaisir de vous répondre. On va commencer par vous, Bruno. Bruno, vous êtes conseiller médical en environnement intérieur et conseiller scientifique du programme Maison Saine. C'est la seule initiative qui a été prise d'un collectif autour de cette problématique, embarqué par une société aujourd'hui qui s'appelle Murprotec, qui n'était pas d'ailleurs obligé de le faire et qui a ressenti le besoin quasiment sociétal de le faire. Quels sont les principaux polluants ou facteurs qui sont liés à l'humidité que vous rencontrez par exemple chez les seniors ? Alors, très majoritairement, en fait, je retrouve la même chose. C'est des maisons anciennes qui ont autour de 50 ans, ou plus de 50 ans, qui ont été un petit peu rénové, mais il y a longtemps, et notamment où on a fait de l'isolation, on a fait notamment du double vitrage, mais on a oublié la ventilation. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, presque systématique, malheureusement, chez les seniors. J'en ai encore eu un cas la semaine dernière. J'en viens un peu à être lassé de cette situation-là. Je ne sais pas, moi, à mon niveau, ce que je peux faire, mais je vais chez une personne de plus de 65 ans qui peut être seule ou en couple, peu importe, mais on retrouve très très souvent ce problème-là, pas toujours visible. Parfois, ça sent mauvais, mais on se dit, bon, c'est normal, on est chez les personnes âgées. Et puis voilà. Mais c'est vrai ce que vous dites. C'est tellement vrai ce que vous dites. Et en fait, non. C'est les problématiques de moisissure, d'humidité maltraitée, d'une circulation de l'air intérieur, d'une génération qui parfois s'est calfeutrée. Oui. Parce qu'avec une imagerie qui est fausse aujourd'hui, à l'heure où il faut ventiler, ouvrir. Et justement, ce cas, si vous pouvez en parler,
ça vous a, vous êtes non, mais est-ce que parfois vous vous sentez impuissant en fait parfois? Ah oui, je me sens complètement impuissant. Et puis moi, quand je vais chez ces personnes-là, c'est que ces personnes sont malades, elles souffrent au quotidien. Donc en fait, je me dis, si quelqu'un s'en était occupé avant, on ne serait pas là. C'est terrible. Les moisissures peuvent vraiment aggraver. Vous pouvez nous dire, et le dire aux Français qui nous écoutent, les moisissures aggravent les pathologies existantes? Oui, bien sûr. Les pathologies sont aggravées par ces moisissures, voire peuvent être créées par ces moisissures. Plus on est exposé à des moisissures pathogènes de façon importante et dans le temps, et plus on a des risques de tomber malade. Alors, on s'imagine un petit peu de l'asthme, par exemple, c'est vrai, mais ça peut aller beaucoup plus loin. On connaît le cas de Marine Leblond. On a d'autres cas comme ça, très, très graves chez les adultes. Peut-être y a-t-il eu d'ailleurs d'autres cas que Marine, qui sont passés au-dessous des radars, Bien sûr. dont on ne saura jamais que la véritable causalité de leur décès ou de la transplantation était liée au bâtiment. D'après moi, il y en a tous les jours, en fait. Et notamment chez les personnes âgées, où on se dit, elle était âgée. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a des signaux simples à identifier? Et je me permettrai de faire réagir le docteur Bertin Hugo, justement sur cette question. C'est quoi les signes d'alerte, par exemple, qui sont curatifs et faciles à inverser? Pour moi, la première chose, et c'est aussi le cœur de la raison d'être de Maison de Scène, c'est de s'informer. De savoir que chez soi, on peut être exposé et que ça peut avoir un impact sur notre santé. Il y a les premiers signes, ça va être, comme je l'ai dit un petit peu, les odeurs, notamment les traces visibles d'humidité. Parfois, on se dit, c'est pas grave, on repeindra ou on va le cacher, etc. C'est important de s'en occuper. Et la deuxième chose, c'est les symptômes. Une personne âgée qui va diminuer en capacité respiratoire, qui va avoir tendance à revenir plus souvent chez le médecin, on va encore une fois se dire c'est normal, elle est âgée, c'est normal, il y a plus de facteurs de risque. Et en fait, non, il y a des fois où c'est pas normal. Et il faut se poser la question, justement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au domicile ou en EHPAD qui ne va pas? Bien sûr. Et là, on parle clairement de de prévention, quoique, et l'intégration dans l'hypothèque. Une réaction, docteur, sur ce qui a été dit par Bruno Tudal? Moi, je reste persuadé que le logement est un déterminant majeur de la santé. Le cœur que l'on soigne à l'hôpital, il tape de façon beaucoup plus longue à notre domicile. Et l'impact de l'environnement sur la maladie cardiovasculaire, aujourd'hui, il est documenté. Il est de plus en plus documenté. Les moisissures sur l'inflammation respiratoire, sur la muqueuse des bronches, alors, sont parfois un petit peu complexes à identifier sur le plan clinique, parce que on a des personnes âgées qui, sur le plan de leurs symptômes, sont souvent assez atypiques. Donc des personnes qui, effectivement, vont peut-être être un petit peu essoufflées, mais ça va rester assez à la marge. Une petite toux qu'on peut retrouver, mais qui reste également assez à la marge. Mais en même temps, sur souvent des systèmes cardiovasculaires qui sont fragiles, avec une immunité qui est diminuée, donc une capacité à lutter contre les bactéries, les virus, les moisissures, les champignons, l'aspergillose par exemple, limitée également, et donc des problématiques de décompensation de maladies chroniques plus fréquentes. Et on sait que on a une augmentation du pourcentage d'hospitalisation qui va jusqu'à 30%, et qui sont liés à des facteurs liés à l'environnement, au logement. Et le côté cliché, vous confirmez le côté cliché, ça sent pas bon, c'est normal, les personnes âgées. Des choses qu'on a tous vécues un peu, dont les causalités pourraient être traitées. Est-ce qu'il y a, encore une fois, est-ce que vous, de votre côté, vous voyez des clichés, des méthodes, je prends pas dans le cas de la ventilation ou de la surisolation, qui sont pathogènes ou qui entraînent des pathologies bâtimentaires ou qui accélèrent des phénomènes existants? Tout à fait, avec effectivement cette résignation, on pourrait peut-être dire, ou cette habitude en fait d'avoir vécu dans cet environnement-là. Ouais. Genre c'est humide, bon, voilà. C'est comme ça. Chez mes grands-parents, c'était comme ça aussi, et donc voilà. C'est peut-être pas si grave, alors qu'effectivement, il y a des impacts. Et il y a des impacts sur le plan cardiovasculaire,
on sait qu'aujourd'hui, il y a 140 000 AVC par an, il y en a quand même 75% qui ont plus de 65 ans. On en a 30% qui sont en lien aussi avec les problématiques de chauffage, parce qu'on sait qu'une diminution de température, ça augmente la tension artérielle, et il y a un phénomène de vasoconstriction qui s'opère. Voilà, donc il faut... voilà, on sait qu'une diminution d'1 degré, c'est une augmentation de 5% du risque d'AVC. Ces petites choses qui sont assez peu connues, mais qui sont Donc, quand même en fait, il faut vivre au une chaud. réalité. Il faut vivre au chaud. Il faut vivre au chaud, mais pas trop chaud non plus, parce que quand c'est trop chaud, ça se développe. Non, mais c'est... Bactéries, les Sans... donc, enfin, faut vivre à la bonne température. Du coup, je prends des conseils pour moi, je vous le dis. Hein. Docteur, à combien de degrés il faudrait qu'on vive? Et moi, je pense qu'on est bien à 19. Moi, mais voilà. À 19, on est bien. Oui. Ouais, c'est pas mal. 18, 19, mais en tout cas pas à 21. Oui. On va continuer sur ce point. Jean-Philippe Arnoux, vous êtes directeur Silver chez Saint-Gobain. Moi, j'ai une question simple à vous poser aux professionnels que vous êtes. Est-ce que le bâti aujourd'hui, clairement, est adapté au vieillissement de la population? Alors, clairement pas, ni dans la structure du bâti, ni dans les consciences. On a beaucoup parlé de transition énergétique, écologique, il n'y a pas de débat, il faut accélérer. On parle de plus en plus de transition démographique aujourd'hui. Si je prends notamment l'aide qui a permis de faire un pas quand même intellectuellement sur l'adaptation des logements pour les personnes âgées, c'est MaPrimeAdapt. Elle n'a que 2 ans à l'échelon, je dirais, des besoins qu'on a et du vieillissement de la population. Et là, je pense très clairement aujourd'hui, effectivement, en recroisant François aujourd'hui, qu'il faut vraiment parler de transition sanitaire dans le bâtiment. Puisque effectivement, moi je suis un fervent tenant de la convergence des transitions, parce que tous les conforts finalement sont interdépendants les uns des autres. Donc, alors, on estime, si je prends l'adaptation pure du logement, alors à l'ergonomie du logement, que seulement 6% des bâtiments français sont adaptés au vieillissement de la population. Mais sur les questions sanitaires, je vous dis, c'est 100% des bâtiments qui ne sont pas adaptés. Je dirais, vous parliez tout à l'heure de personnes qui vivent dans des logements anciens qui ont été rénovés. Mais ils ont été rénovés avec des peintures pleines de formaldéhyde. Les étiquettes, notamment qualité environnementale, alors plutôt même environnement à l'extérieur du bâti, sur certains produits, type les parquets et ainsi de suite, sont très récentes, elles ont une 20aine d'années. Donc aujourd'hui, qui ira acheter un parquet classé en E, alors qu'en fait, on lui a expliqué que A+, il y avait beaucoup moins de formaldéhyde. La condamnation des peintures avec des solvants, qui permettaient de sécher plus rapidement, je dirais, elle s'est faite quand je rentrais chez Saint-Gobain, quasiment il y a 15... Enfin, moi je suis rentré il y a 20 ans, mais il y a une quinzaine d'années. Donc en fait, à l'échelon, je dirais, de l'âge du bâti, je dirais, en fait, effectivement, je suis entièrement d'accord, ne serait-ce que dans ce studio, je dirais, je suis certain que si certains matériaux sont anciens, ils émettent des tueurs silencieux, je dirais, en permanence, alors effectivement intimement liés à des phénomènes d'humidité, de renouvellement de l'air, effectivement, je vais dans le sens de ce qu'on disait. C'est une génération du calfeutrement. On a tous vu, enfin moi je vois mes beaux-parents, la première chose qu'ils ont fait quand ils ont acheté un immeuble neuf à Montpellier, ça a été de bourrer de coton les ouvertures des fenêtres. Non. Et moi je leur explique, je dirais finalement le bâti c'est le corps humain, quoi. Donc il y a des pores de la peau, elles servent à quelque chose, il y a des poumons, ils servent à quelque chose. Et c'est exactement le même fonctionnement. En fait, vous confirmez que le bâtiment est un mécanisme, un métabolisme lent. Complètement. Qu'il faut soigner comme son propre corps. Et tout autant on vit bien à 37 degrés, ben effectivement, ce corps humain qui est conçu pour fonctionner à 37 degrés avec des systèmes de ventilation naturelle qui est la sudation et ainsi de suite, c'est pareil pour le bâti, où effectivement, si je prends le cas de l'humidité, on sait très bien par exemple chez Saint-Gobain que un environnement humide crée une situation d'inconfort qui va pousser le chauffage justement. Alors qu'on est à température équivalente, mais on a une sensation de froid. Donc en fait, c'est interdépendant. Et ensuite, c'est comment on arrive à mieux ventiler, avec une politique d'isolation, je dirais, telle qu'on l'amène. Donc vous parliez tout à l'heure de RT, de RE. Et puis aussi comment on arrive à combattre ces formaldéhydes par la ventilation ou par la structure du bâti. Par exemple, les ingénieurs de Saint-Gobain avaient développé... Je vais vous demander juste, c'est quoi un formaldéhyde ? Formaldéhyde, c'est en fait des composés chimiques qui rentraient dans la composition des cols, je dirais, et qui, émettent en permanence. Je ne suis pas un scientifique. Mais c'est le cas de la peinture. C'est le cas de la peinture. Un solvant qui permettait... Oui, par exemple, oui. Qui permettait en fait de faire en sorte que, c'est un peu comme l'essence, l'essence dès qu'on ouvre, c'est très volatile. Ces solvants permettaient d'augmenter la volatilité, notamment de l'humidité dans la peinture, pour qu'elle sèche plus vite. Donc c'est pour ça que maintenant on parle de peinture en phase aqueuse, puisque tout doit être à base d'eau. Et donc plus ces polluants, qui sont souvent des dérivés de pétrole.
hein. Et donc Wow. ça, effectivement, ça s'émet en permanence, je dirais, dans l'atmosphère, et donc c'est interdit dans beaucoup de Et a compositions. fortiori avec le vieillissement de la peinture qui dégage. Enfin, Alors justement, vous qui êtes le sachant industriel, est-ce qu'il y a aujourd'hui des matériaux, des isolants, est-ce qu'on a phosphoré sur justement la capacité à produire des outils? Alors vous avez parlé par exemple des peintures aujourd'hui aqueuses, aujourd'hui où c'est devenu la norme. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une manière mais aussi de rendre curatif peut-être et réversible des situations? Alors, oui, effectivement. Alors, il y a deux choses à voir. Effectivement, la structure du bâti, par exemple, quand on isole, je dirais, une toiture, aujourd'hui, on met une membrane d'isolation, mais qui est une membrane qui permet de respirer à la maison, hein. Donc, qui vient en complément des ventilations mécaniques contrôlées, on en a parlé, hein, et qui permettent effectivement, finalement, de créer le système pulmonaire du bâti. Alors, je vais me permettre une question, pardonnez-moi, hein, Jean-Philippe. Est-ce qu'on ne devrait pas mettre une VMC dans toutes les pièces de la maison? Pourquoi? Et vous pouvez m'expliquer pourquoi il y a de la VMC uniquement dans les toilettes, dans la salle de bain et dans la cuisine de temps en temps? Le principe, c'était d'aller chercher de l'air sain à l'extérieur pour le faire circuler par les pièces de vie et qui sortent par les pièces humides, donc sanitaires et cuisine, chargées des polluants de la maison, et donc de créer un cycle de renouvellement naturel, un peu comme la respiration. Sauf qu'effectivement, je suis d'accord. Aujourd'hui, ça ne suffit pas. Il faut aller beaucoup plus loin. Que simplement ça. Alors c'est pour ça aussi qu'on crée des VMC double flux, hein, donc qui permettent à la fois, je dirais, un bon échange thermique, mais une meilleure qualité de la ventilation globale de la maison. Mais sur le fond, alors comme je dis souvent, moi j'interviens dans beaucoup de conférences sur les piliers de confort dans l'habitat, j'ai déjà reprenons les habitudes des grands-mères, qui est d'ouvrir tous les jours une demi-heure, alors en sécurité, parce que personne n'a conscience, et je profite de cette tribune à une grande campagne de prévention sur la qualité de l'air intérieur au niveau du ministère de la Santé, parce que effectivement les gens n'ont aucune conscience que leur intérieur est beaucoup plus pollué que dans la rue, même avec un bouchon de voiture en bas. Et quand je leur dis ça, ils me regardent avec des grands yeux. Je dis, mais même en plein Paris, moi le premier. Ouvrez. Bon. Donc, il y a effectivement la façon d'isoler. Il y a aussi la façon de construire, de cloisonner, par exemple, il y a des peintures aujourd'hui qui existent, qui permettent d'assainir la qualité de l'air. Nous-mêmes, on a développé des toiles de verre, des plaques de plâtre, avec des formulations, ça s'appelle Activair, qui permet de casser les chaînes de production de composés organiques volatiles, et améliore la qualité de l'air de 80%. Et puis après, alors effectivement, il y a absolument traité l'humidité résiduelle dans les murs. Ça me fait aussi penser à l'aménagement sauvage du territoire, où aujourd'hui on a construit dans des zones inondables, et on ne peut pas savoir à quel point ça va être dévastateur pour la santé publique. Et puis après, alors des traitements je crois que c'en est un, ça, qui permettent, je dirais, d'améliorer la qualité de l'air. Je pense notamment à tout ce qui est traitement de l'air, hein. Donc Est-ce que les isolants, dans le cadre, parce que c'est un peu le corollaire, Jean-Philippe, parce que comment on fait pour concilier rénovation énergétique et justement qualité de l'air? Parce qu'aujourd'hui, l'école de la rénovation énergétique, c'est-à-dire la pensée sous-jacente de la rénovation énergétique, nous pousse à finalement créer cet effet que Manuel Wojciechowski appelle l'effet Kawai. Vous savez, une espèce de condensation, et Bruno le dit très justement, la condensation, c'est l'ennemi mortel de l'individu, et a fortiori des personnes âgées. Hein. Mais c'est d'avoir cette conscience, effectivement, de raisonner bâti, corps humain. Est-ce qu'il faut déconstruire, Jean-Philippe, l'idée de la réno? Je provoque un peu, mais c'est... Oui. Alors, déconstruire, déjà, encore faut-il avoir la capacité à construire, et quand on voit notre capacité à construire du neuf, si vous voulez, bon voilà. Donc, on sait que 80% des logements de 2050 existent déjà. On sait aussi qu'on passe 80 à 90% de notre temps, et c'est encore plus valable avec des personnes âgées, entourées de 4 murs. Que ce soit d'abord au travail, en maison. Donc non, je pense pas. Par contre, on peut améliorer avec des systèmes, effectivement, alors prendre le mal à la racine, on va dire l'humidité dans les murs, et puis des systèmes de traitement de l'air intérieur, donc qui permettent des purificateurs ioniseurs, par exemple. Moi, j'ai pu tester sur moi-même que ça avait un impact sur mon sommeil. Vous dormez mieux. Oui, parce qu'effectivement, l'air est plus pur, il est ionisé, et donc ça permet effectivement de mieux dormir. Le phénomène, Jean-Philippe, touche toutes les classes de la population, et en particulier les personnes âgées. Docteur François Bertin-Hugo, vous avez... Alors, moi, j'adore cette initiative. Voilà. Vous êtes cardio-gériatre, vous auriez pu vous contenter de travailler en cabinet, etc., mais vous avez imaginé de créer le SAM, service d'aide à la maison avec votre médecin. J'aimerais comprendre pourquoi un thérapeute, un praticien y a pensé. Qu'est-ce qui vous a amené à vous dire, bon, c'est bon,
il faut vraiment faire quelque chose, je vais créer ça. Que ce soit même d'ailleurs une nouvelle forme d'industrie émergente et qui rend service à la population. Comment c'est arrivé ? Comment ça fonctionne surtout ? Je vais vous répondre que c'est la souffrance des gens que je vois en consultation, qui sont souvent rentrés dans une institution contre leur volonté et qui, en quelques mois, ont perdu beaucoup de poids. Et en fait, on se met souvent dans une situation où on se dit, par sécurité, je vais protéger mon aîné, je vais protéger mon parent, et donc je vais lui proposer un environnement protecteur, collectif. Et en fait, on ne se rend pas compte. Et il n'y a pas d'alternative, et il faut faire attention à la culpabilité qu'on peut exprimer, qu'on peut provoquer, pardon, quand on parle de ce sujet-là. Et je m'en excuse, je dirais aux auditeurs, qui pour certains peut-être vivent cette culpabilité, parce qu'il y a une vraie culpabilité. En fait, on cherche à se décharger sur le plan mental, parce que la charge mentale de la coordination de ce qui se passe à domicile est extrêmement complexe. Et donc, en fait, on va imposer un lieu de vie, ce qui pose question même sur le plan législatif, à une personne qui n'en a pas obligatoirement envie, alors même que son environnement fait partie d'elle-même. Et là, je rejoins la notion de bâtiment et la notion de soin de la personne, c'est-à-dire que le soin, prendre soin du bâtiment, prendre soin de la personne, c'est quelque chose qui est... Enfin, prendre soin de l'environnement, c'est quelque chose qui est important en soi. Plus vous avancez en âge, plus votre environnement fait partie de vous-même. Et donc, si on vous délocalise, automatiquement, ça crée une fracture. Et c'est très complexe. Et on voit d'ailleurs moi, j'avais fait des études sur des milliers de personnes où on voyait que le taux de chute à l'entrée en institution, pendant les 3 premières semaines, le premier mois était énorme, en fait. Et c'est particulièrement là que survenaient les problématiques, voilà, sans compter justement ces histoires de pollution, de collectivité, d'infection pulmonaire, x30 dans des institutions versus le domicile. D'où la nécessité d'avoir une qualité de l'air et probablement un air traité un peu plus que ce qui est aujourd'hui réalisé, une ouverture des fenêtres, parce qu'on avait pris ces habitudes pendant la Covid d'ouvrir les fenêtres, mais finalement on n'a pas assez thésaurisé sur ces habitudes qui avaient été prises, qui étaient plutôt positives. Parce qu'effectivement, oui, absolument. Parce qu'effectivement, la qualité de l'air à l'extérieur, on la connaît, elle est bien meilleure qu'à l'intérieur, sauf peut-être à Pékin, à certains moments, et encore. Ou à Dubaï. Voilà. Mais voilà, il y a une prise de conscience à avoir, et c'est vrai que ça passe aussi par les professionnels qui aident. Moi, ce que j'ai perçu, donc, c'est comment est-ce que quelque part on fait de l'EHPAD à la maison, quoi. Voilà, pour résumer. Mais j'aime pas trop exprimer ça. En fait, ce qu'on souhaite, c'est prendre en charge. Vous vous rendez compte, l'idée, elle est géniale. Oui, elle est géniale, elle est ingénieuse. Parce que la solution de maintenir les gens à domicile, dans leur environnement, va améliorer leurs conditions mentales, justement. C'est ce que vous dites, docteur. Quand on change d'environnement, où on a vécu 20 ou 30 ans, et qu'on va dans un EHPAD impersonnel parfois, etc. Alors, je ne veux pas critiquer, il en faut. Mais vous inventez une solution. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, docteur, c'est comment vous faites pour financer tout ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes soutenu ? Parce que moi, je me dis une chose. Finalement, la solution du docteur Bertrand Hugo, elle est vachement moins chère que l'EHPAD traditionnel. Moi, c'est ce que je me dis d'emblée. J'ai raison ou pas ? Oui, disons que l'aide, en tout cas, apportée... Alors, pour la société, certainement, l'aide, en tout cas, apportée... Parce que c'est un enjeu de société. Aux personnes qui sont en EHPAD, est de toute façon, à ma connaissance, toujours supérieure à celle qui est apportée au domicile. Et donc ça pose effectivement des débats qu'on pourra avoir sur pourquoi est-ce qu'une même personne qui choisit de rester chez elle n'a pas la même aide de l'État que lorsqu'elle est en institution. Voilà, je pose le sujet, je trouve que ça pose la question de l'égalité, ça pose la question de la liberté, ça pose la question de la fraternité. Donc on est quand même dans notre pays assez attaché à ces valeurs. Donc je pense qu'il y aura une réflexion à mener républicaine sur la façon dont on accompagne nos personnes âgées. Et c'est vrai que les médecins donc, que l'on remet dans les visites à domicile avec ce modèle, ils voient vraiment un intérêt d'aller soigner les gens les plus malades, des polypathologiques, des malades complexes, d'avoir le temps de le faire et puis de pouvoir s'appuyer sur une équipe d'auxiliaires de vie dans le modèle qu'on propose. Qui apporte ce prendre soin, de réconcilier aussi le soin et le prendre soin. On a souvent eu tendance à différencier les deux, mais voilà, si vous faites une toilette à un malade de façon un peu brutale, vous allez le dégrader sur le plan de son état thymique, sur le plan de son état dépressif, et puis voilà, ça va amener potentiellement la prescription de traitement antidépresseur avec tous les effets secondaires qu'il peut y avoir. Voilà, donc réussir à avoir une équipe en qui on a confiance, pouvoir travailler correctement, sereinement, puis créer aussi cet écosystème autour du médecin
qui a l'habitude en général de travailler avec une infirmière, avec un ambulancier. Mais ils y vont, les médecins. C'est des éléments objectivement, importants. ils y vont. Tous les médecins à l'heure où ne vont on pas. dit, ou alors on dit, François Bertin-Hugo, qu'il n'y a plus de médecins adaptés, qu'il y a une espèce de litanie, vous savez, qu'on entend un peu partout, où on a les déserts médicaux. Vous venez avec une solution que je trouve remarquable, parce qu'elle intègre le logement. En fait, elle intègre l'identité sociale du patient. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout à fait. Elle intègre son environnement. C'est hyper important d'intégrer son environnement. La couleur, le son, tu vois, les couleurs, les photos. amis, les proches. Non, puis ça permet d'identifier des tas de risques qu'on ne voit pas entre quatre murs. Est-ce que vous êtes très écouté dans votre démarche ? Les médecins, je les rencontre, j'en ai rencontré beaucoup. Tous les médecins ne sont pas sensibles à ce que je vous exprime. C'est peut-être même pas une majorité, mais moi je crois qu'il y a une nouvelle génération des gens qui arrivent, qui pour le coup est sensible à ce sujet-là. Et puis dans l'ancienne génération, vous avez, je vous donne un chiffre, je ne l'ai pas vérifié, mais on doit être entre 25 et 30% des médecins qui aujourd'hui trouvent que le système est intéressant. Je crois qu'il faudra qu'il se démocratise, si on y arrive. Je crois qu'il y a un sujet aussi de savoir quel professionnel on met à quel endroit. L'infirmière en pratique avancée, qui est un nouveau modèle d'infirmière un peu plus, qui est formée pour gérer de l'hypertension, par exemple, elle a sa place dans le cabinet du médecin. Mais elle a sa place dans le cabinet du médecin pour libérer le médecin. Parce que le médecin, lui, il doit être capable, et même s'ils m'ont avoué, pour certains, avoir des difficultés, même sur le plan de leurs compétences, pour se remettre, je dirais, à de la médecine complexe, où le malade n'a pas simplement une hypertension, parce que quand il a une hypertension, quand il a du diabète, quand il a une maladie de Parkinson, ça vous fait 3 maladies, mais qui sait que le maladie de Parkinson entraîne une diminution de la tension, que le médicament antihypertenseur entraîne une diminution de la glycémie sur le diabète, etc. Mais et qu'il y a des interactions qui sont majeures. Vous êtes en train de faire l'éloge de la médecine générale. Ah, mais je pense que la médecine générale est le pilier de la médecine française et que sans la médecine générale, on ne va pas y arriver parce que on démultiplie des initiatives à domicile malgré tout, avec des équipes mobiles qui viennent de l'hôpital, mais malgré tout très centrées sur l'hôpital. Et en fait, on ne se rend pas compte que, moi, quand je vois un malade en consultation, ma première consultation, juste le temps de connaître son dossier, 1 demi-heure, 3 quarts d'heure. Donc vous imaginez si je change de médecin à chaque fois ? À chaque fois, je perds 1 demi-heure, je perds 3 quarts d'heure pour pouvoir connaître le dossier. Donc il y a l'absolue nécessité d'attacher son état de santé à un médecin de confiance, à un médecin qui a une capacité à se former et puis à contacter aussi d'un spécialiste. Dans le modèle c'est l'idée du médecin référent de la Sécu, quoi. Tout à fait. Mais dans le modèle que je propose, si vous voulez, le médecin, quand il se déplace à domicile, non seulement il est accueilli par l'auxiliaire de vie, ensuite il va prendre un temps avec l'auxiliaire de vie pour la former sur un petit module qu'elle aura déjà visualisé en amont et qui va lui permettre de progresser, voire même de devenir aide-soignant en 2 ans. Donc on essaye de faire progresser tout le monde avec les systèmes de VAE. Et puis, voilà, pour la famille, c'est une décharge mentale. Et puis, le médecin, quand il vient, il a accès à un gériatre. Il a un 06. Et je crois qu'aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut en France en termes de structure, en termes de numéros verts dans les hôpitaux pour pouvoir contacter un spécialiste. Est-ce qu'on peut régler la difficulté ? Et là, je ne vous prends pas à défaut. Ce que vous dites est extrêmement intéressant, ingénieux dans les 15, 20, 25 grandes métropoles françaises. Qu'en est-il des toutes petites villes, des centres-bourgs qui ont 10, 15 000 habitants, dans lesquels on a des véritables déserts médicaux? Est-ce que, et une demande absolument incroyable, et ça vous le savez déjà, ce sujet, est-ce que le SAM peut être pertinent dans cette configuration-là? On n'a pas encore testé dans ces environnements-là, mais j'ai un médecin dans le 78 qui, ayant goûté un peu au projet, est allé s'installer en Bourgogne, dans un petit village familial, et qui me demande quand est-ce qu'on peut essayer de mettre en place le SAM pour voir si effectivement, mais qui y croit parce que il y a des déplacements dans les campagnes en France. Le médecin il se déplace, il essaye parfois d'aller voir, mais à chaque fois il prend du temps. Si vous accélérez ces passages, si vous optimisez ces passages, parce que l'auxiliaire de vie, si vous lui demandez d'avoir prévu une prise de sang quand vous arrivez, vous avez déjà la prise de sang. Les élus locaux, les maires de villes, de petites villes, de villes moyennes, avec qui nous travaillons beaucoup ici, vont vous écouter de manière extrêmement attentive, vous le savez ça. Je suis à leur disposition. Il y a un site qui s'appelle SAM, sa2m.care, CARE, qui permet de revoir quel est le concept. Et donc l'objectif, c'est vraiment de mettre en place ce concept dans des agences de service à la personne standard, qui font du service à la personne en mode prestataire, c'est-à-dire qu'ils ont une autorisation départementale pour ça et qui sont soumis à un cahier des charges en termes de qualité qui est important. Et voilà, de mettre avec cette association de médecins un système de formation de ces équipes pour les faire progresser et faire en sorte que on optimise tout ça. Et j'ai envie de dire qu'il y a des choses très simples pour les auxiliaires de vie qui passent, ouvrir la fenêtre.
Est-ce qu'on enseigne à nos auxiliaires de vie d'ouvrir la fenêtre pour la qualité de l'air quand elle passe ? Est-ce qu'on leur enseigne de mettre en charge le dispositif qui permet de savoir si la personne est tombée ou pas à domicile ? Tout ça, c'est des éléments qui sont importants et qui sont des petites choses, mais qui sont essentielles et qui valorisent ce métier et qui font qu'on peut effectivement, moi j'en suis certain, laisser nos personnes âgées les respecter dans ce qu'elles souhaitent, c'est-à-dire rester chez elles pour la plupart et faire en sorte que tout se passe bien, alors en prenant des risques. Une vie sans risque, ça n'existe pas. Et puis c'est ça qui crée la vie. Moi, je gage que nous nous reverrons beaucoup plus souvent. On me presse de rendre l'antenne, effectivement, puisque on va aborder les sujets. En tout cas, je prends l'engagement, messieurs, de vous faire régulièrement revenir, parce que je trouve remarquable ce que vous faites chacun à votre niveau. Un immense merci à notre Bruno Tudal national, qui est conseiller en environnement. Et j'aime beaucoup ce que vous faites, parce que effectivement, quand on vous appelle, malheureusement, vous allez sur des situations qui sont complexes. Mais c'est très important, Bruno, vous voyez, que vous nous restituiez justement cette expérience dont on a réellement besoin pour faire bouger les lignes. C'est hyper important. Un grand merci à Jean-Philippe Arnoux, directeur Silver Economy chez Saint-Gobain. Merci, revenez nous voir. Beaucoup. On a besoin de vous, parce qu'on a besoin des industriels pour réfléchir. Et c'est vrai que chez Saint-Gobain, vous avez une particularité, c'est l'innovation, la frugalité qui vous permet à réfléchir. Et je trouve ça extrêmement créatif. Comme quoi la France a beaucoup de talent quand même, faut le dire. Un immense merci au docteur François Bertin-Hugo. Je rappelle que vous êtes cardio-gériatre et fondateur du SAM, service d'aide à la maison avec votre médecin. Là, c'est certain qu'on va se revoir, il n'y a pas de doute. Hyper important ce que vous faites, on va vous aider, parce que je trouve que votre idée, elle est non seulement dans le contemporain, mais elle est carrément nécessaire à l'équilibre de la société à venir, avec le vieillissement de la population. À venir, une deuxième table ronde avec les professionnels également, bien évidemment. Et là, on va réfléchir sur des solutions concrètes, résidence gérée, problématiques du vieillissement. Nous recevrons une deuxième salle d'experts reconnus dans leur domaine pour vous partager justement ce souci du bien vieillir et du bien vieillir ensemble. C'est un bon sujet. À tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro, deuxième édition pour 2026, deuxième partie de l'émission justement sur le vieillissement des populations. On a passé une première partie exceptionnelle dans l'idée de phosphorer. On a posé les problématiques, mais on a surtout arc-bouté les réponses. Une deuxième table ronde autour du bien vieillir dans des lieux sains, avec un S. Je fais une petite aparté. Solution, organisation, responsabilité. Il fallait qu'on garde le même niveau d'intervention avec un casting de qualité. J'ai le plaisir de recevoir pour en parler celui qui a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle Manifeste pour la liberté de vieillir. Il est directeur général éco-transition chez Sofinco, et j'ai le plaisir d'ailleurs avec lui d'animer une émission qui s'appelle Parlons Humo tous les samedis sur Sud Radio, mais également, il produit également sa propre émission qui s'appelle La vie devant nous, tous les dimanches à midi. C'est notre ami Laurent Permas. Bonjour Sylvain, merci. Comment ça va, Laurent? Alors, toujours avec grand plaisir, engagé. Et puis alors, un engagement majeur. Alors vous travaillez carrément tous les jours entre l'éco-transition chez Sofinco, l'émission que vous animez tous les dimanches, extraordinaire cette émission, vraiment j'incite le public à l'écouter, et toujours le plaisir de vous retrouver bien évidemment tous les samedis entre midi et 13h. Alors aussi bien évidemment quelqu'un qui connaît bien les travaux, la rénovation dans des entreprises qui gèrent justement ou exploitent des établissements pour personnes âgées, c'est Denis Vicard qui est avec nous. Bonjour Denis. Bonjour, merci pour l'invitation. Vous êtes directeur maintenant, c'est travaux et rénovation. Donc on peut chez Domitis, donc on peut dire que vous êtes au cœur du réacteur. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, Domitis, on est numéro 1 sur les résidences services seniors du groupe AG2R. On a plus de 23 000 logements, plus de 200 résidences en France. Et donc, on intervient justement pour maintenir un parc de qualité pour nos seniors. Vous êtes toujours dirigé par Olivier Vignol. Oui, toujours. À qui je fais un petit clin d'œil que je connais bien, que j'ai connu il y a très longtemps, du temps du Crédit Agricole Immobilier, il se reconnaîtra. Voilà, celui qui aujourd'hui préside à la formation chez Murprotec au sein de la Murprotec Academy, c'est notre expert, c'est Manuel Wojciechowski. Bonjour Manuel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Avec plaisir. Alors vous avez la vision très pragmatique. Alors avec Manu, c'est simple, c'est pragmatique. C'est opérationnel et c'est efficace. Merci Manuel d'être avec nous. J'ai le plaisir également, l'immense plaisir de recevoir Jean-Pascal Chirin. Bonjour Jean-Pascal. Bonjour Sylvain. Merci d'être avec nous. Vous êtes délégué général du Club de l'amélioration de l'habitat et cofondateur de l'Association française de la ventilation. Inutile de vous dire, tous les quatre, que vous êtes les bienvenus autour de cette problématique. Alors,
Je vais m'adresser à vous d'abord, Denis Bicard, pour Domitis. On se dit tout. Les résidences seniors, ça fout les jetons. Hein. Parfois, ça fait peur. On a un a priori, c'est pas toujours évident. Mais si on prend aujourd'hui la façon dont vous les gérez, vous avez des résidences qui sont remarquables. Je le sais, je les ai visitées. Et donc, je peux le dire avec beaucoup de confiance. Et c'est une réalité. Si je vous demandais, en tant que technicien, de me dire quels sont les principaux risques liés à l'humidité dans les résidences que vous êtes et où les problématiques de qualité de l'air. Si vous vous êtes penché sur cette question, ça serait quoi ? Aujourd'hui, déjà, au niveau de la qualité de l'air, on a deux approches dans nos résidences. On a une première approche pour tout ce qui est locaux de service. Les locaux de service, c'est le restaurant, le bar, c'est où nos seniors peuvent passer du temps ensemble. Donc là, on va travailler sur de la centrale double flux où on va traiter l'air. Et après, il y a toute la partie habitation. Donc là, on est sur du logement, à différence de l'EHPAD, où on aura tendance à être sur de la chambre. Nous, on est vraiment sur de l'appartement qui va du studio au T3, et donc on est sur de la VMC simple flux, comme on a pu en parler sur la première table ronde, où on a une entrée d'air par généralement les fenêtres et une extraction dans les pièces humides. Et les pièces humides, enfin, cuisine, toilette Voilà, cuisine, toilette, salle de bain, principalement. D'accord, ok. Là-dessus, on a un véritable rôle pédagogique pour faire accepter à nos seniors, justement, le fait de faire rentrer de l'air froid de l'extérieur directement, parce qu'on est sur du 100% R9, de faire rentrer cet air froid de l'extérieur directement dans leur logement, où eux, dans des maisons un peu plus anciennes, n'avaient pas ce système de ventilation et du coup n'avaient pas forcément cette habitude. Donc on a des équipes de maintenance, nos équipes ménage qui interviennent chez les résidents, qui sont là justement pour faire toute cette pédagogie, leur expliquer l'intérêt de maintenir les ventilations libres et ce recyclement d'air naturel. Alors justement, on va approfondir notamment sur les solutions techniques et réfléchir également avec nos invités sur les rénovations. Je vais faire une question un peu transverse justement, et je vais commencer par vous, Jean-Pascal. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui d'un standard sanitaire pour le logement senior ou pas ? Pour le logement senior ? Oui. Ah oui, bien sûr, il y a aujourd'hui une définition, on va dire, d'un standard technique. L'ensemble des organisations professionnelles spécialisées sur le sujet de l'aménagement du logement ont d'ailleurs décrit, sous forme de documents, de manifestes, un certain nombre de références techniques à respecter pour pouvoir dire qu'un logement senior correspond effectivement, on va dire, à une fonctionnalité, en tout cas une qualité d'usage qui permettent aux seniors d'y vivre très correctement. Oui, ça existe. Alors, Emmanuel, même question. Est-ce qu'on peut le dire, ça, qu'il y a quelque part des standards qui permettent de modéliser ce dont un senior pourrait avoir besoin ? Oui. Après, nous, au quotidien, on voit que les gestes de bon sens sont assez respectés. Aujourd'hui, la ventilation, par exemple, pour traiter, on va dire, l'humidité d'usage, c'est-à-dire liée à l'activité humaine. Voilà, la cuisine, les douches, le linge. Ça, aujourd'hui, on voit que les gens ont quand même assez souvent ce réflexe. D'accord ? Maintenant, la problématique, c'est que dans le cadre des rénovations, notamment énergétiques, qui sont mises en place, il y a une problématique souvent de sous-dimensionnement de ces ventilations. Donc elles ne sont pas suffisantes. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'il n'y a pas de vérification au niveau structurel dans le cadre des rénovations qui sont mises en place au niveau de l'humidité structurelle. Donc ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'il y ait systématiquement un contrôle hygrométrique, donc un contrôle de qualité de l'air, un contrôle d'humidité structurelle. Quand on entretient la chaudière, par exemple, une fois par an, on a le technicien, vous savez, qui vient pour faire le contrôle de la chaudière, par exemple. On a tous connu ça. Et on pourrait imaginer la même chose pour l'hygrométrie. Tout à fait, parce qu'on peut avoir la meilleure ventilation du monde si le problème vient des murs, si le problème vient d'une problématique d'humidité structurelle, ça changera pas grand-chose, malheureusement. Bien sûr. Laurent Permas, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'on a un standard, on peut parler de ce standard sanitaire du logement, senior, avec rappelez-nous d'ailleurs les chiffres, des personnes de plus de 65 ans à l'horizon de 2050 ou 2030 Enfin, 2030 en fait, 2030. Donc, 25% de la population. Voilà, alors moi je dis 30% parce qu'en fait on est véritablement devant un choc démographique. En fait, on a deux transitions en France qui s'opposent encore aujourd'hui, qui sont la transition énergétique et la transition démographique. Elles s'opposent pourquoi ? Parce qu'en fait on parle du même sujet qui est bien vivre chez soi. Quel que soit son âge. Bien vivre chez soi, c'est quoi ? C'est son habitat. Et son habitat, en fait, il est lié à des impacts sanitaires
Et vous avez deux types de diagnostics. Ça, je dirais que c'est assez drôle, mais pas vraiment. Vous avez un diagnostic énergétique, et puis vous avez un diagnostic d'adaptation du logement pour le bien vieillir qui est fait par un ergothérapeute. Vous voyez bien que les Français n'y comprennent rien. C'est sûr. Et donc, parce que c'est pas les mêmes sujets, et en fait, c'est les mêmes sujets. Il faudrait commencer par un audit, mais pas que énergétique. Cet audit, et je milite avec le club de l'amélioration de l'habitat, pour que justement les pouvoirs publics puissent associer, intégrer dans l'audit énergétique l'aspect bien vivre, qui intègre là aussi la bonne adaptation du logement pour bien vieillir chez soi. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. À la limite, ça serait presque un audit, j'allais dire, du bien vivre chez soi, plutôt qu'un audit énergétique plus global. Jean-Pascal Chirin, on parle beaucoup d'isolation. Alors vous venez de l'industrie, on parle de rénovation énergétique, on parle... Aujourd'hui, c'est avec Laurent, on le fait tous les samedis, ça s'appelle le chantier du siècle. Hein, voilà, on l'appelle le chantier du siècle. C'est une valorisation sur l'éco-rénovation de plus de 250 milliards d'euros sur les 20 prochaines années. Enfin, c'est un des chiffres d'affaires colossaux. Pourquoi est-elle aussi essentielle pour les seniors ? Bon, alors, l'isolation, bon, là on parle d'isolation. L'isolation, par nature, va modifier finalement la structure du bâtiment, va le rendre plus étanche. Le rendant plus étanche va rendre les flux d'air moins importants. Ça veut dire qu'il est important, il devient important d'accélérer ou d'accentuer la question d'aération, de ventilation, pour permettre d'évacuer les polluants, l'humidité, etc. Bon, de manière générale, isolation implique aménagement complémentaire. Ça, c'est le premier point. En ce qui concerne la relation entre isolation et seniors, comme l'a dit Laurent, nous sommes aujourd'hui dans une démarche en France de la nécessité de faire évoluer le standard technique de l'habitat existant, notamment, pour l'amener peut-être d'ailleurs voisin au neuf, aujourd'hui qui lui est réglementé, en traitant à la fois l'aspect énergétique, c'est-à-dire la performance énergétique, l'aspect adaptation, oui, au vieillissement, et il y a aussi l'adaptation au changement climatique qui entraîne aujourd'hui un certain nombre de difficultés, liées notamment aux températures extérieures, qui nécessitent que les logements soient tous aménagés. Donc, les personnes plus âgées, on va dire, sont forcément plus sensibles ou vulnérables à tous ces phénomènes. Donc il faut forcément prioriser vis-à-vis de ces populations l'adaptation du logement. Voilà, ça c'est une des actions que nous menons. Bien sûr, il faut tout traiter en même temps, mais on peut se donner un certain nombre de priorités. Jean-Pascal, il y a un paradoxe. Je voudrais que vous nous éclairiez. Les logements rénovés deviennent parfois plus malfaisants faute d'une ventilation suffisante. Je m'explique. On calfeutre, je reprends les termes de Manuel. On crée l'effet Kawaii. On crée des cocottes minutes. On surisole, on condense, avec une volonté finalement de protéger. Il se produit l'inverse. D'où vient le souci ? Est-ce que le souci ne viendrait-il pas d'une vision plus globale du bâtiment ? Il y a un défaut, en tout cas, il y a souvent une absence d'utilité technique qui est très claire. C'est un peu ce que j'ai dit. L'augmentation de l'étanchéité d'un bâtiment, parce qu'on va l'isoler mieux, cette étanchéité va faire qu'il sera moins finalement flexible au passage d'air qu'il ne l'était auparavant. C'est naturel. Donc à partir du moment où on augmente l'étanchéité d'un bâtiment, il faut forcément augmenter en même temps, de manière mécanique, les flux. Si on ne le fait pas, et parfois c'est oublié, on va générer des phénomènes de dégradation, notamment liés à l'humidité, inhérents au fait qu'on n'a pas traité le sujet. Donc, aujourd'hui, il faut, quand on est dans un process de rénovation, intégrer l'ensemble des sujets, c'est-à-dire l'isolation, la ventilation, il y a également la notion d'interface. Finalement, traiter un bâtiment ou un logement en termes d'amélioration, de rénovation, ça nécessite un cahier des charges assez global et qui doit permettre une espèce d'interaction entre les différents corps de métier pour que le travail soit correctement effectué. Et souvent, il est le fait d'une seule corporation qui fait correctement son boulot, il n'y a pas de souci, mais par contre, qui ne peut pas intervenir l'autre corporation. Donc, la question, elle est claire, hein, elle est d'avoir une transversalité beaucoup plus forte dans les métiers. Est-ce que politiquement, ou je précisais ma question, est-ce qu'on peut définir une priorité qui intégrerait cette vision ? Parce que ce que vous dites, c'est que du bon sens. Une vision à 360 degrés, un peu dans ce que dit également le docteur Permas dans cette image, c'est d'avoir une vision multipolaire et pas uniquement restrictive sur un seul sujet. Est-ce que si on débloque un texte, si on fixe une priorité, on n'inciterait pas, pour être plus précis,
l'industrie à aller dans ce sens. Alors, il faut inciter l'ensemble de l'écosystème. Hein. Encore une fois, mais vous y êtes favorable, ça? Oui, mais bien sûr. En fait, oui, et Laurent l'a dit, nous sommes dans une démarche forcément globale. On a en face de nous un parc d'habitat qui est ce qu'il est, avec son âge, son degré de vieillissement ou d'obsolescence, etc. Ça, c'est correctement diagnostiqué aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait exactement comment est structuré le parc. On sait également ce qu'il faudrait faire pour finalement l'améliorer. Bien sûr, on ne va pas le faire en une seule fois. Bien sûr, il faut pouvoir l'étaler dans le temps. Et on travaille aujourd'hui sur une démarche d'une meilleure globalisation de l'action, d'une meilleure transversalité entre les filières finalement, pour pouvoir, encore une fois, répondre à une démarche d'amélioration de l'usage du logement ou du bâtiment global. Oui, c'est possible. Techniquement, c'est absolument concevable. D'ailleurs, les ingénieurs, les bureaux d'études le décrivent. Ce qu'il faut, c'est pouvoir le mettre en pratique au niveau finalement de l'action des entreprises. On s'y penche. Hein, au club de l'amélioration de l'habitat, c'est un sujet. On a au club un certain nombre de grands acteurs comme les fédérations françaises du bâtiment, comme la CAPEB. Ils sont conscients de la nécessité de ces interfaces entre métiers par des groupements d'entreprises, etc. Donc oui, il faut traiter le sujet dans sa globalité. Et ça passe également au niveau de la force publique par également une connexion entre les différents ministères de manière à rassembler finalement les idées, les moyens et finalement le concept général d'amélioration du logement. Alors vous êtes, Denis Vicard, dans votre démarche avec 2010, le numéro 1 du secteur. C'est quoi les attentes des seniors qui viennent chez vous sur ce plan-là? Est-ce qu'ils y sont sensibles d'abord? Oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de questions justement sur la qualité de l'air. Alors, si on peut dire qu'il y a à peu près 90% de nos seniors qui nous font confiance, parce qu'en venant chez 2006, ils ont confiance en notre concept, donc il y en a une grande partie qui nous font confiance. Mais il y a une dizaine de pourcents qui sont un peu plus sensibles à la qualité de l'air, notamment par leur passif professionnel, des anciens médecins, des anciens ingénieurs. Et donc, on peut avoir des questions là-dessus. Donc, on forme notre personnel via nos exploitants à pouvoir apporter des réponses, vraiment à sensibiliser, à faire de la pédagogie auprès de nos seniors pour leur montrer l'intérêt et toutes les solutions qu'on met en place aujourd'hui pour avoir une qualité de l'air qui soit saine au sein de leur logement. Est-ce que, finalement, et je vais commencer par vous, j'aimerais faire un petit tour de table justement là-dessus, est-ce que la qualité de l'air intérieur, il faudrait l'intégrer comme un indicateur majeur de la rénovation des logements? Je m'explique, le fil rouge, vous voyez, le CAPEX, vous savez, le critère numéro 1, autour duquel s'arc-boute le projet de rénovation. Vous en penseriez quoi, vous? Oui, aujourd'hui, je pense que c'est un élément indispensable, comme d'autres éléments aussi, parce qu'il y a la sobriété énergétique qui est importante. Mais il existe des moyens aujourd'hui qui sont en place, notamment via l'intelligence artificielle, les maintenances prédictives, tous ces éléments-là qui nous permettent de pouvoir entretenir nos équipements de la meilleure des manières, d'anticiper les éventuelles pannes, de faire des cycles de rénovation, tout ça pour maintenir une qualité de l'air qui soit intéressante. Mais avec l'automatisation, on parlait tout à l'heure des GTB qui permettent de piloter l'ensemble des équipements. Gestion technique des bâtiments. Voilà, gestion technique des bâtiments. Qui permet de piloter avec des outils numériques, des outils de contrôle qui sont formidables. Là, aujourd'hui, maintenant, on a des bâtiments truffés de capteurs qui permettent d'anticiper même les pannes. Oui, c'est ça. Donc, c'est vraiment jouer là-dessus, sur ces équipements qui arrivent. Il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché. Jouer sur ces éléments-là pour uniformiser, piloter l'ensemble des différents paramètres, que ce soit standardisé quelque part, une méthode. Oui, c'est ça. Et aussi personnalisé en fonction de l'utilisation de l'habitation. Une personne qui est plus présente chez elle ou qui a différents types d'activités chez elle a besoin peut-être de plus de renouvellement d'air que... Il faudrait adapter, en fait, piloter en mode BIM, vous savez, le Building Information Model, qui permettrait effectivement de le faire. Mais en fait, on a les solutions, Denis. On a les solutions. Là, les innovations sont là. Elles sont là, elles existent. Il faut pouvoir les mettre en place. Avec les différents décrets, notamment le décret tertiaire qui est apparu, c'est des solutions qui vont être obligatoires dans les années à venir. Bien sûr. Donc ça, c'est indispensable. Mais après, tout ça, c'est un coût de mise en place, mais c'est indispensable à l'avenir. Alors, même question, Manuel. La qualité de l'air, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer dans un projet global, tel que le dit d'ailleurs Laurent, souvent, d'ailleurs, il en parle très souvent, comme une espèce de d'éni en rouge, l'indicateur premier, vous savez, avec qui permet d'avoir des retours sur la qualité, sur la rénovation, justement pour éviter ce que vous disiez souvent,
cet effet Kawé. L'effet Kawé. Parce que parfois vous dites, mais arrêtez d'isoler, quoi. Désisoler pour mieux respirer, pour mieux vivre. Oui, la problématique, c'est pas de mettre en place lors de rénovation une isolation, quelle qu'elle soit, mais c'est effectivement de pouvoir contrôler en amont déjà l'humidité structurelle, donc des murs, d'accord, des caves, des murs périphériques, des murs de refend, de mesurer aussi l'état de la ventilation actuelle, et après de voir justement dans le cadre de cette rénovation, qu'est-ce qui doit être mis en place pour pouvoir avoir une qualité de l'air optimale. On est sur un vrai enjeu de santé publique, il faut le dire, et surtout les seniors. Vous parlez effectivement du temps dans des espaces clos. On passe en moyenne 80% de nos temps dans des espaces clos à l'intérieur, et donc quand on regarde la qualité de l'air extérieur, elle est souvent mesurée. On arrive souvent à savoir quelle qualité de l'air extérieur on a. On a des informations à ce sujet, mais on a finalement très peu d'informations sur notre qualité de l'air intérieur, celle où on passe finalement le plus de temps. Et il faut savoir qu'en plus, cette air, elle est globalement en moyenne 5 à 9 fois plus polluée que l'air extérieur. Donc c'est un vrai enjeu important. Ouais. Vous dites pas de rénovation sans ventilation et pas de réno sans contrôle hygrométrie. Tout à fait. Il faut vraiment faire un diagnostic humidité complet, de la cave au grenier. Non. Il faudrait le rendre obligatoire ? Moi, je pense qu'il faudrait effectivement le rendre obligatoire, parce qu'aujourd'hui, lors des expertises que nous, on effectue chez Murprotec, on rencontre régulièrement des gens qui ont mis en place un certain nombre de travaux de rénovation et qui subissent des problèmes de moisissure, des problèmes de condensation, des problèmes de santé, on pourra en reparler tout à l'heure, qui sont très importants. Bien sûr. Alors justement, on va parler pour un troisième terme, et on vous redonnera la parole, sur le financement qui, bien évidemment, Laurent, vous connaissez très bien le sujet, et fortiori, et vous accompagnez justement les travaux. Chez Sofinco, vous, Éco-Transition, comment on fait pour financer ces opérations? Adapter un logement, ça coûte extrêmement cher. Transformer, par exemple, je sais pas moi, la salle de bain en salle de douche, vous voyez, par exemple, sur lequel il y a beaucoup de désordre, les problématiques d'isolation, et surtout, je vous demanderais, est-ce qu'on constate, là, début 2026, une augmentation de la demande de travaux et de financement des travaux? Oui, alors, en fait, on parle essentiellement aujourd'hui de rénovation énergétique et beaucoup moins de rénovation et d'adaptation du logement pour le bien vieillir. Vous avez un exemple très concret. Les pouvoirs publics, le gouvernement a adopté en fait et renouvelé un budget de 4,6 milliards pour MaPrimeRénov'. Le budget pour les aides, notamment pour des ménages qui sont avec des financements relativement faibles et modestes, le budget pour MaPrimeAdapt', lui, est de 600 millions. Vous voyez ? Et donc on est très loin du compte. On est très très loin, alors qu'on a un choc démographique qui est maintenant, avec le retour du baby-boom, et 2 générations qui sont impactées, voire 3. On peut parler d'11 millions d'aidants, etc. Donc vous avez un sujet déjà de constat sur les pouvoirs publics et les aides auxquelles certains ménages ont droit. Vous voyez bien que ces aides sont totalement insuffisantes. On évalue à un peu plus d'1 million de logements qu'il faudrait adapter maintenant. Maintenant. Je ne parle pas dans 2050. C'est structurellement impossible. Oui, donc ça, c'est des chiffres qui sont publiés. Donc 1 million tout de suite. Qu'est-ce qui fait qu'on n'est pas prêt, Laurent ? C'est tout simplement... Est-ce que c'est le manque d'anticipation des politiques publiques, des leviers de financement, des politiques structurelles ? C'est un manque, il y a 2 points. C'est un manque déjà... il y a plus, le commissariat au plan où les prévisions étaient là, c'est tout simplement un manque de courage. C'est-à-dire qu'il faut juste un plan qui soit stable. On sait le faire pour l'armement, on sait le faire pour le nucléaire. On n'a pas su le faire, parce que c'est trop tard aujourd'hui, pour le vieillissement de la population. On est donc devant un mur, et ce mur, on en fait un déni. Et donc on voit bien que la situation est aussi gelée sur tout ce qui est lié tout ce qui est lié à l'investissement. On parle de la silver economy. Cette silver economy a du mal aujourd'hui à s'auto-financer. Pourquoi ? Parce que la clé, c'est le financement. Et donc le financement ne passera pas par le financement public. Donc il passera... Qui doit porter, et je m'adresse d'ailleurs un peu à tout le monde, qui doit porter l'effort financier ? Les particuliers, les bailleurs, les collectivités, l'État, qui ? Ça va être forcément les ménages. Et oui. En tout cas, les ménages. Et puis vous avez aujourd'hui des coups de pouce
qui sont au-delà du national, et vous voyez qu'il est relativement faible. Vous avez des coups de pouce au niveau de la région, vous avez des coups de pouce au niveau du département, vous avez des coups de pouce au niveau de la commune. Et donc, cette complexité administrative est un frein aussi. Mais ça passera par les ménages, et donc ça passe forcément par le crédit. Lorsqu'on a acheté sa maison, très peu de ménages ont acheté comptant, vous voyez. On est plutôt sur des prêts et tout le monde trouve ça normal. Puis pourquoi ? Parce que c'est un actif immobilier. Oui. Ah oui. Et donc, lorsqu'on parle de financement, on ne parle pas de prêt à la consommation. On parle tout simplement de valoriser une maison parce qu'on l'adapte, parce qu'on fait une pièce de plus au rez-de-chaussée. Encore faut-il en avoir les moyens, quoi. C'est oui, ça oui, mais ça passe aussi par un crédit, en fait, et le crédit, c'est presque un crédit immobilier, si vous voulez, parce que vous investissez dans une maison. Lorsqu'on fait une pièce d'eau, les baignoires, aujourd'hui, on n'achète plus du neuf avec des baignoires, c'est fini. On est sur des douches à l'italienne, on est sur quelque chose de beau, qui n'est pas qui n'est pas l'objet d'une résidence médicalisée. Et c'est le cas aussi, les résidences médicalisées, aujourd'hui, sont dans le beau. Donc, ça passe par le crédit, ça passe par un crédit qui est forcément porté aussi par les professionnels. Parce que ça, je voudrais lancer un message là-dessus. Les professionnels, aujourd'hui, il y a une étude Xerfi qui est sortie, qui est très intéressante. Vous avez seulement 6% des professionnels qui proposent un financement. C'est un peu comme si vous enleviez les courtiers pour les prêts immobiliers qui font 50% du marché. Alors justement, Laurent, est-ce que vous êtes d'accord que ce soit finalement, on voit que l'État a moins d'argent, moins de financement, l'effort, ça sera porté nécessairement par les ménages Oui, bien sûr. D'abord parce que ça participe à la valorisation patrimoniale. N'oublions pas qu'effectivement, améliorer la qualité de son logement, c'est en profiter bien sûr, mais c'est aussi de lui donner une valeur. Donc c'est pas non plus anormal que finalement... C'est de l'investissement, c'est pas un crédit conso. Oui, c'est un investissement. C'est un investissement. Effectivement, il faut aider les populations qui sont les moins argentées. Il y en a qui peuvent pas emprunter, quoi. Voilà. Alors, il y a effectivement aujourd'hui tout un tas de solutions. Je vais pas faire la promotion de Sofinco, mais Sofinco fait partie des grands acteurs qui offrent des solutions nouvelles et qui permettent d'élargir les solutions de financement. Oui, il faut financer. Disons quand même que l'adaptation au logement, au vieillissement de la population, c'est moins coûteux, entre guillemets, que la rénovation énergétique. Une rénovation globale énergétique, c'est 50-60 000 euros. Oui. Aménager son logement pour y vivre correctement et sécurisé, c'est 10-15. 15-20. Donc, on est dans des proportions financières qui sont plus abordables. Toute la population est concernée, 100%. Oui, il y a des gens qui sont, encore une fois, en plus de difficultés financières. Il faut les aider. Et incontestablement, et Laurent l'a dit, ma prime adapt est insuffisante aujourd'hui pour pouvoir faire face. Oui, il y a 1 million aujourd'hui et à peu près 6-7 millions qui, dans un temps assez court, 2030, 2035, devront être traités parce qu'évidemment, le virage démographique est là. Donc, il va falloir bouger. Je pense que c'est possible parce qu'effectivement, il y a une forte sensibilisation. Des émissions telles que la vôtre vont aider à cette sensibilisation. Il faut mettre en œuvre, il faut mettre en action, mais on a quand même aujourd'hui un assemblage qui permet d'y arriver. Bien Donc, sûr. Restons dans l'axe. Effectivement, c'est pas simple, mais c'est possible. Alors justement, les professionnels du bâtiment sont des relais essentiels dans les opérations, et notamment ceux de l'immobilier, les donneurs d'ordre. Moi, j'ai envie de poser la question à l'enseignant que vous êtes, Manuel Bogikowski. Est-ce qu'ils sont suffisamment, pour être très clair, formés aux enjeux de l'humidité, de la qualité de l'air? Je suppose que pas assez. Non, malheureusement, non. En fait, on se rend compte que les formations liées aux pathologies à l'humidité, ça représente que quelques heures pour un architecte, par exemple, ou pour les professionnels du bâtiment ou les gestionnaires de biens. Donc, c'est sûr que l'information et la formation, elle est essentielle, d'accord ? Et nous, effectivement, au sein de la Murprotec Academy, on a lancé donc des formations externes justement pour les professionnels du bâtiment, en lien donc avec le projet de l'Institut supérieur européen de l'efficacité énergétique et de la rénovation. Dont fait d'ailleurs partie, je précise, Laurent Permas, puisqu'il est le trésorier de l'Institut qu'on est en train de créer avec tous les grands acteurs de la profession. D'ailleurs, pourriez-vous nous en dire un peu quelques mots, Laurent ? C'est en fait tout simplement professionnaliser, apporter une capacité à avoir des labels, à professionnaliser tout un secteur, et puis surtout que ça soit compréhensible par le grand public. Je vais prendre un exemple très concret, l'AFNOR. L'AFNOR, ça parle à tout le monde. Et donc, c'est vrai, y compris pour les services à la personne, puisque l'AFNOR a participé... Ou la Normenef, vous savez, la Normenef. A participé, en fait, à des agréments de structures associatives et privées
agrément simple, agrément qualité, qui existe encore aujourd'hui, validé par chaque préfecture. Donc vous voyez bien que l'AFNOR, c'est un label connu, et donc on a besoin de ces labels pour garantir en fait tout simplement une bonne qualité, un bon conseil, et intégrer en fait des éléments qui sont des éléments en fait de santé publique. C'est-à-dire qu'on est quand même sur un sujet de santé publique. C'est pas voilà. Mais justement, on parle de santé publique, Manu. Quelles sont les pathologies de l'humidité les plus dangereuses pour les seniors ? Globalement, elles ont tous un impact sur la santé des occupants, et en particulier les seniors qui sont des personnes plus fragiles. On parle souvent de sensation de froid. Quand on parle d'humidité, on pense au pont thermique et donc à cette sensation de froid. Mais on parle moins souvent de cette sensation aussi d'air qui est saturé, d'air suffocant, étouffant. Et donc, ça a un impact sur la température corporelle, la gestion de la température corporelle. Donc, ça peut augmenter le rythme cardiaque. Nous, on rencontre régulièrement des seniors lors de nos expertises, des seniors qui ont des problématiques de fatigue, parfois même de malaise, de maux de tête. Donc ça, c'est des premiers symptômes, on va dire. Et après, ça peut avoir des impacts plus lourds, puisque l'humidité, elle peut amener des composés organiques volatiles dans l'air. Voilà, donc c'est des composés pour certains qui sont classés cancérigènes, qui peuvent même avoir des impacts sur la maladie d'Alzheimer. Et donc, nous, on dit que effectivement, cette humidité, elle va amener des moisissures, et parfois, c'est des moisissures même qui sont invisibles. Donc, on ne maîtrise pas, en fait, on les voit pas à l'œil nu. Pourquoi ? Parce que c'est des fois caché derrière des doublages, derrière des placos. Donc, c'est un sujet vraiment qu'on maîtrise pas. C'est pour ça que c'est long, le processus est long. La dégradation, c'est un métabolisme long. C'est presque, j'allais dire, bon, j'exagère peut-être un peu, mais un poison lent. Oui, c'est ça. En fait, non seulement c'est un poison qui est lent, et en plus de ça, souvent c'est des problématiques qu'on va régler au départ par ce qu'on appelle un peu des pansements. C'est-à-dire qu'on va essayer de repeindre le placo où il y a des petites taches noires. On va essayer de nettoyer la VMC si on voit effectivement qu'elle est un petit peu obstruée, alors qu'en fait le problème il est caché derrière ce doublage. Alors moi je serais bien resté beaucoup plus longtemps encore une fois avec vous. Je vous propose une phrase de conclusion et je vais vous laisser une dernière fois la parole. Si vous aviez une mesure prioritaire, chacun à mettre en place pour permettre aux Français de bien vieillir dans un logement sain, ça serait quoi par exemple ? On va commencer par Denis Vicard. Moi, ça me paraît indispensable déjà de vérifier le bon fonctionnement des équipements qui sont en place et d'anticiper leur panne sur de la maintenance avec de la maintenance prédictive. Avant de vouloir faire évoluer, déjà, assurons-nous que tous nos systèmes fonctionnent parfaitement. Ça me paraît indispensable sur une première étape. L'intelligence artificielle peut vachement aider. Oui. L'intelligence prédictive, par c'est exemple. Ça. C'est en fonction voilà, il y a des capteurs positionnés un peu partout sur les machines en fonction des vibrations, des bruits anormaux. Ça permet d'alerter les techniciens et justement d'anticiper une panne. On le fait nous déjà actuellement sur nos ascenseurs notamment. Donc ça me paraît déjà une mesure indispensable. Et puis après, il y a tout ce qui est automatisation. On en parlait avec la GTB, voilà, pour vraiment uniformiser tout ça et pouvoir piloter à distance et adapter aux besoins du résident. Extrêmement clair. Jean-Pascal Chirac. Je vais vous citer finalement les 6 caractéristiques d'un logement conçu et bien adapté pour bien y vieillir. 6. Un logement d'abord accessible qui permet effectivement l'accès au quotidien, un logement sécurisant donc qui permet d'y vivre en réduisant les risques de vie, un logement agréable et confortable à vivre et favorisant le bien-être, un logement qui soit économe et responsable, et notamment qui réponde aujourd'hui aux conditions de l'environnement, un logement qui soit flexible et adaptable pour permettre effectivement de suivre les événements de la vie, et enfin un logement qui soit communicant, qui permette effectivement aujourd'hui la connectivité. Si on répond à ces 6 caractéristiques-là, c'est simple, c'est techniquement réalisable, on permet à des personnes qui avancent dans l'âge de vivre dans des conditions de qualité d'usage parfaites. Voilà. Je pense qu'on ne pouvait pas mieux résumer. Merci beaucoup. Manuel Wojciechowski. Moi, je dirais que, effectivement, je rejoins un peu ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut vérifier que nos seniors respirent un air sain dans une maison saine. Voilà, mesurer régulièrement les taux d'hygrométrie, la qualité de l'air. Et je finirai là-dessus, mesurer également et vérifier régulièrement qu'il n'y ait pas de problématiques également structurelles qui pourraient avoir un impact direct sur la santé des occupants. Extrêmement clair. Merci Manuel Wojciechowski. Laurent Permas. Que l'ensemble des professionnels, il y a un peu moins de 60 000 professionnels qui sont RGE, c'est-à-dire que c'est une démarche qualité, proposent des solutions de financement. Plus d'un chantier sur 2
est annulé par leurs clients, faute de financement. Plus d'un chantier sur 2. C'est énorme. Donc, et un peu à l'image des concessionnaires automobiles qui aujourd'hui vous proposent une mensualité, la seule différence, c'est que la voiture, lorsque vous l'achetez, dès la première année, elle perd de la valeur. L'immobilier, lorsque vous investissez, c'est l'inverse. C'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Et je pense que voilà, ça, c'est l'homme de la punchline, hein, je vous le dis tout de suite, parce que c'est tout à fait juste. Donc, du coup, si je reprends vos propos, finalement, le financement, ce seront nécessairement les ménages. Soyons clairs, hein, la puissance publique n'a pas forcément les moyens, mais il faut quand même une direction politique qui encadre et qui permet le support du financement. Par exemple, on pourrait imaginer un crédit auquel auraient accès les ménages avec une déduction des intérêts d'emprunt, par exemple. Absolument. La possibilité de défiscaliser en partie, puisque, à l'évidence, Laurent, vous le savez, tout le monde n'a pas les moyens, même 15 000 euros, de toujours emprunter, puisqu'on a des propriétaires, il faut le dire, dans ce pays, propriétaires occupants, pauvres, qui n'ont pas les moyens, et notamment, je pense aux grandes copropriétés, avec Manuel, on en parle beaucoup, les grandes copropriétés dégradées, qui ont du mal à se rénover. Un immense merci à Laurent Pernas. On vous retrouve tous les dimanches à 12h pour La Vie devant nous, votre émission sur le vieillissement. Vous êtes également notre chroniqueur préféré, Éco-Transition, tous les samedis, entre 12h et 13h, dans l'émission Parlons Immo, et en Ile-de-France, c'est sur 89.9 et retransmis tous les mardis à midi sur Radio Immo. Un immense merci à notre Manuel Wojciechowski, directeur national de la formation au sein de la MurProtec Academy. C'est toujours très pratique et très compréhensible. Merci d'être venu sur le plateau. Un immense merci à Jean-Pascal Chira, directeur général du Club de l'amélioration de l'habitat et cofondateur de l'Association française de la ventilation. On vous fera revenir avec beaucoup de plaisir, extrêmement précis. On a les 6 mesures justement pour transformer l'environnement. Vous avez déjà fixé le cadre. Voilà, vous devriez faire de la politique. Un immense merci également à Denis Vicard. Je rappelle que vous êtes le directeur maintenance, travaux et rénovation Domitis. Un petit clin d'œil à mon ami Olivier Vignol, voilà, un grand monsieur de l'immobilier. On va maintenant, si vous voulez, bien passer à une petite conclusion. C'est notre tradition. On va faire revenir Édouard David, avec lequel j'ai introduit ce numéro, pour faire une espèce de débrief tout de suite après ça. Eh bien, de retour sur le plateau, justement, bien vieillir chez soi, qualité de l'air intérieur, avec notre émission Maison Saine, avec nos amis de MurProtec. L'heure de conclure l'émission, comme on l'a fait avec l'introduction, avec Édouard David, responsable du pôle engagement sociétal, directeur marketing de MurProtec. Merci de revenir sur le plateau, Édouard. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges ? Eh bien, Sylvain, ce que je retiens, c'est que nous sommes face à un enjeu aujourd'hui de société qui est majeur. D'ici 2050, on l'a vu durant l'émission et notamment ce plateau numéro 2, on aurait donc un nombre de personnes de plus de 80 ans qui passerait de 5 à près de 8 millions. Donc nous vivons plus longtemps, ça c'est une certitude, hein, près de 10 ans de plus, on a gagné 10 ans d'espérance de vie. Mais l'objectif, c'est clairement de vivre longtemps, en bonne santé, et chez soi. C'est ce que j'en retire aujourd'hui de ces échanges. Or, les seniors, aujourd'hui, on le voit, ils occupent majoritairement des logements qui sont anciens, souvent touchés par des problèmes d'humidité et de ventilation. L'humidité, on le sait, c'est un risque. C'est un risque sanitaire qui est reconnu par des instances telles que l'ANSES, l'OQEI, l'OMS. Et les personnes âgées sont particulièrement touchées, vulnérables aux polluants intérieurs. Donc la qualité de l'air, c'est un facteur clé de santé et de maintien de l'autonomie. Est-ce qu'il y a une urgence pour 2026 ? Il y a une urgence, Sylvain. Les rénovations engagées autour de 65-70 ans se concentrent principalement sur l'énergie et le confort. Mais on oublie trop souvent aujourd'hui la qualité de l'air intérieur et l'humidité, qui sont pourtant des déterminants pour la santé. Il y a aussi un enjeu majeur pour les résidences seniors telles que les EHPAD. Le contrôle de la qualité de l'air, on le sait, il est essentiel, et pourtant c'est des contrôles qui ont été repoussés. Donc aujourd'hui, il est urgent de sensibiliser les dirigeants face à l'impact de l'humidité, de la qualité de l'air et notamment de l'habitat sur la santé des occupants des logements. Quel message, si je vous demandais de formuler un message adressé aux familles, vous savez, les aidants, les personnes qui se posent la question, qui sont dans le cœur du réacteur? Déjà, dans un premier temps, les aidants sont remarquables. Ils font un travail fantastique. Et on va tous jouer ce rôle à un moment donné dans notre vie, puisqu'on va accompagner nos parents à un moment donné. Donc le message est simple. Soyez vigilants à la qualité du logement. On finit à la fin par ne plus remarquer les signes tels que des odeurs de moisis, des traces de moisissure. Pourtant, elles peuvent avoir un réel impact sur la santé
de vos proches. Alors, est-ce que on peut mettre en place, je sais que c'est un peu parfois simple comme question, mais mettre une première action peut-être concrète qu'on pourrait mettre immédiatement, un conseil très pratique que vous pourriez faire passer? Sylvain, le logement nous parle. Il faut être attentif. Il faut être attentif aux signes qui sont visibles. Je parle notamment des odeurs moisies, des taches, de la condensation sur les vitres. Au moindre doute, faites réaliser un diagnostic. Il vaut mieux agir tôt pour préserver son capital santé que de rester sans savoir. Alors, est-ce qu'on peut faire du logement un pilier, un vrai pilier, pour bien vieillir chez soi? Oui, et même plus que ça. Le logement, c'est la première ligne de prévention santé. Nous passons près de 80% de notre temps à l'intérieur. La qualité de cet environnement influence directement notre respiration, notre sommeil, notre immunité et donc notre autonomie. Faire du logement un pilier du bien vieillir, c'est intégrer pleinement la qualité de l'air intérieur et la maîtrise de l'humidité dans les politiques de prévention. La santé de demain se construit aussi à domicile. Et donc, pour bien vieillir, il ne suffit pas de prendre soin de soi, il faut aussi prendre soin de sa maison. Voilà, et il y a un corollaire entre les deux. Un immense merci, Édouard David. Je rappelle que vous êtes le responsable du département engagement sociétal chez Murprotec, directeur marketing également, avec lequel nous construisons toutes ces émissions. Un clin d'œil également à notre Pascal Brunon national, que l'on embrasse bien chaleureusement. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité à ce programme. Voilà, ça fait déjà une année que nous avons développé ce programme. Il est fait pour vous aider, pour mieux vivre chez vous. Remerciements aux équipes techniques de Radio Imo avec Baptiste, Jason, notre producteur Grégoire Darico, mais également l'excellent Eric Cala qui nous a organisé également cette émission, toutes les équipes bien évidemment qui se sont associées au programme, également les intervenants de grande qualité qui prennent le temps de venir parler ici, qu'on rencontre régulièrement dans les rencontres que nous organisons avec le collectif Maison Scène, avec une vraie et seule ambition, aider les Français à mieux vivre plus longtemps chez eux dans un environnement sain et une bonne qualité de l'air. Prenez soin de vous, on se retrouve le mois prochain pour un prochain numéro de Maison Scène. Restez prudents et surtout respirez bien chez vous. Maison Scène, une émission proposée par Murprotec, à réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.